Vous allez sûrement dire que je me répète, mais un long animé n'est pas synonyme d'un bon animé. C'est quelque chose que j'ai souvent dit, notamment quand je parlais de Bokudake Ga Inaimachi, ou de Kimori-Kusai et Magical Girl Sight plus récemment. Ce qui fait un bon animé, c'est un mélange entre une histoire intéressante, un développement super bien géré, une animation soit magnifique, soit suffisante, tout en donnant une identité à l'œuvre, une cohérence entre les épisodes pour ne pas perdre le spectateur, et un maxima s'identifier à elle. Tout cela dosé parfaitement en fonction des autres et en fonction de la durée du show. C'est pour ça que des animés différents comme Nishijo, Noragami, Evangelion et Dragon Ball, pour ne citer que, sont considérés en général comme de bons animés. Le mélange est suffisamment qualitatif pour conserver l'intérêt du spectateur. Et qui elle l'avoue dès lui-même. Même si certaines de ses œuvres ne sont pas son style, elles sont objectivement qualitatives. Ceci étant dit, pour continuer de démontrer mon point, durant les 3 prochains épisodes d'Anime Time incluant celui-ci, nous allons parler d'œuvres courtes, toutes en 12 épisodes, qui diffèrent toutes les unes des autres mais avec un point commun indéniable. En prenant en compte ce que j'ai dit précédemment, elles ont tout un potentiel. Mais s'il est exploité, c'est une autre paire de manches. Bonsoir et bienvenue pour ce 135e épisode d'Anime Time. Aujourd'hui, je vous propose de vous plonger dans l'histoire passionnante de Mao Senso. Mao Senso ou Magical Warfare, c'est initialement une série de light novel en 12 volumes, écrite par Hisashi Suzuki et illustrée par Lunalia. Bien que dirigée vers un public féminin avec sa prépublication dans un monthly comic Gene, Magical Warfare a aussi été adapté en manga en 6 volumes entre 2013 et 2015. Pour finir, en 2014, c'est un animé en 12 épisodes qui commençait à être diffusé. Et on parle pas d'une adaptation en animé par n'importe quel studio, non, on parle de Madhouse là. Pour rappel, ils ont adapté Death Note, No Game No Life, Hunter x Hunter, et je peux continuer encore longtemps tellement Madhouse c'est pas de n'importe quel studio d'animation. Cela mis de côté, intéressons-nous à l'histoire. Dans cet animé, nous suivons Takeshi Nanase, un lycéen des plus banals en apparence, mais vous savez que je vais prouver le contraire dans quelques secondes. Bien que sa banalité soit l'élément le plus remarquable de sa personne durant tout l'animé, autant le dire dès le début, il a quand même quelques particularités. Il a un frère, Geko Nanase, mais leur relation est tout du moins compliquée. Son frère le déteste pour un certain nombre de raisons, notamment parce qu'il tient Takeshi pour responsable d'un accident qui lui est arrivé avant le début du récit suite à une dispute. Mais avant de vous expliquer les tenants et les aboutissants de cette dispute, il faut que je vous parle d'une autre de ses particularités. Il est ami d'enfance, et son frère également, avec Kirumi Isoshima. Et là, ça commence à devenir intéressant. Officiellement, Kirumi et Takeshi sortent ensemble. C'est également, en gros, la raison de la dispute entre Geko et ce dernier qui mena à l'accident. Ce n'est pas tout ce qu'il y a à savoir par rapport à Kirumi, mais je risque de vous spoiler, donc évitons. La troisième particularité de Takeshi, c'est la constitution de sa famille. Il vit dans une famille monoparentale avec sa mère et son frère. C'est cette particularité et l'hostilité de son frère qui crée un environnement duquel Takeshi ne souhaite que s'échapper. Pour reprendre l'ordre de l'anime, Takeshi se rend à l'école comme tous les jours de vacances d'été. Étant membre du club de kendo, c'est normal. En revanche, ça, c'est bien moins normal. Cette fille qui vient de s'effondrer devant lui, il l'a évidemment ramenée directement à l'infirmerie sans réfléchir. Et je vous passerai la scène habituelle de tous les animés avec une petite sœur et son grand frère qui disparaît, parce qu'on va perdre du temps, avançons directement au moment où elle se réveille. Oh. Là, c'est intéressant. Déjà parce qu'on est face à une lycéenne qui pose un flingue, tout de suite ça interpelle, mais elle s'est encore évanouie trop vite pour qu'on puisse comprendre ce qui se passe dans cet animé. En attendant qu'elle se réveille, je vais vous la présenter, elle s'appelle Miyu Aiba, et comme vous avez pu le constater, elle ne porte pas le même uniforme que Kirumi. Vous avez pu constater durant ces quelques secondes que la balle que Miyu a tirée a créé un cercle magique sur le mur. Mais qui plus est que Takeshi était très proche. Et ça, Miyu va s'en excuser très vite lorsque Takeshi va lui faire remarquer la fumée jaune qui sort de son pistolet. C'est un élément important dont on reparlera après que le combat avec le grand frère de Miyu et les deux autres se soit fini, vu qu'il vient de débarquer avec ses potes. C'est une des caractéristiques de Mao Senso, de bombarder d'informations sans que tu aies le temps de comprendre, ni même d'avoir une explication claire. En soi, je vous détaillerai pas les combats qui ont lieu. C'est bien mieux que vous les regardiez vous-même. Mais certains détails importants seront à prendre en compte si vous voulez continuer le récit. Durant le combat, Miyu et Takeshi réussissent à s'enfuir, en passant à côté d'un personnage secondaire sur lequel je ne m'arrêterai pas dans cet épisode. Allez regarder Mao Senso si vous voulez le découvrir. Durant leur retraite, on apprend enfin l'évidence. Les personnages contre qui Miyu et Takeshi se sont battus sont des magiciens qui la pourchassent. Mais surtout, Miyu a fait une énorme boulette à l'infirmerie. Dans Mao Senso,
Les humains lambda, qui n'ont pas de pouvoir magique, peuvent en être dotés dans certains cas. Non pas par la génétique, puisque même avec des parents qui ont des pouvoirs magiques, vous n'en posséderez pas. Mais par le simple contact avec le mana. Ce que je veux dire, c'est qu'en tirant aussi près de Takeshi à l'infirmerie, Mui lui a insufflé du mana, conférant donc à Takeshi des pouvoirs magiques. C'est également ce qui va arriver à Kurumi et aux personnages secondaires de tout à l'heure dans les combats qui vont suivre. 3 choses supplémentaires que je vais vous expliquer avant de conclure. Déjà, il existe un monde parallèle au monde humain. Ce monde est ravagé par des guerres magiques entre différentes factions. Je ne m'attarderai pas non plus sur les tenants et les aboutissants des différentes factions, étant donné que ça serait du spoil. Mais sachez que Mui et les magiciens qui la pourchassent font partie de 2 factions différentes. Deuxième point, le frère de Mui, Tsunagashi Aiba, est dans la faction des Ghost Trailers, non pas par choix, mais car sa mémoire a été altérée. En réalité, Mui essaye tant bien que mal de le ramener. Et dernier élément important, lors de la Grande Guerre, il a été décidé que le monde humain, le monde normal, serait épargné des ravages de la magie. De ce fait, un sortilège ultra puissant empêche l'utilisation des sorts offensifs contre un autre mage. Tenter d'utiliser un sortilège fera perdre tous ses pouvoirs au mage s'y étant essayé. Et pour répondre à votre question d'emblée, non, aucun sortilège n'a été utilisé durant les combats. D'où le fait qu'aucun des protagonistes principaux n'ait perdu ses pouvoirs. Après avoir vaincu les poursuivants de Mui sans vraiment utiliser de magie, et que ces derniers se soient à nouveau enfuis, Mui décide de conduire nos 3 protagonistes dans l'autre monde. Plus précisément à la Subaru Magic Academy où ils vont décider de rester étudier. Voilà, vous avez toutes les informations qu'il vous faut pour commencer Mao Senso. Je vous invite dès maintenant, si vous le souhaitez, à aller le regarder ou à préparer votre visionnage pour pouvoir vous faire votre propre opinion dessus. Pour reprendre ce que je disais au début de cette vidéo, Mao Senso a un potentiel énorme et ce potentiel c'est son histoire. Déjà, il possède des mécaniques peu vues et très intéressantes, notamment le fait de pouvoir transformer n'importe quel humain en magicien ou les différentes factions de magie. Ce sont des points essentiels sur lesquels Mao Senso devrait être construit en plus de tout ce qui suit. Même si ça l'est pour les 6 premiers épisodes, on perd vite cette construction plus le récit avance. Pour ne pas dire qu'en l'espace de 2 heures, Mao Senso perd complètement son identité. Perdre ce qui rend unique le récit n'est pas forcément une mauvaise chose. Dans le sens où le récit au bout des 6 épisodes n'est pas censé être à son apogée, mais dans le cas de Mao Senso et de sa longueur, au milieu. Une direction claire n'a pas été prise dès le début. C'est donc sur la suite qu'on attend vraiment une direction, savoir où veut aller le récit. Et étonnamment, ce choix est fait. Clairement, il est assumé au point qu'on puisse réellement accrocher à l'œuvre et à l'univers. Mais si ça s'était passé comme ça, vous vous en doutez que je ne vous en parlerai pas. Le problème de Magical Warfare, c'est le goût amer qui sort de la préparation. Construire un récit sur les bases d'un univers riche, en faisant peu durant la moitié du récit, puis essayer de rattraper le temps perdu en forçant le développement sans pour autant arriver à une fin. Mao Senso se finit sur un cliffhanger et de la pire manière possible. Finir sur un cliffhanger, c'est quelque chose qui arrive. C'est le cas de No Game No Life par exemple. Pourtant, No Game No Life continue encore aujourd'hui en light novel. Qui plus est, le développement de No Game No Life n'est pas encore mort, même en animé. No Game No Life 0, sorti en 2017, en est témoin. Pour autant, en y repensant, Madhouse a adapté Mao Senso et No Game No Life à la même période, bénéficiant du même traitement, c'est-à-dire finir sur un cliffhanger. Je ne sais pas s'il y a un rapport, et à vrai dire, ça m'intéresse pas. Parce que finir sur un cliffhanger, c'est pas le seul problème de Mao Senso, il en possède plein d'autres. Pour commencer, les personnages. Certains personnages n'ont tout simplement aucune utilité pour un temps d'écran beaucoup trop élevé. Sans parler du fait que les personnages principaux soient fades, vides, même dénués de personnalité au début du récit, sauf Mui. Durant le récit, le personnage de Kurumi, elle, devient de moins en moins fade, tout comme Gekko, mais Takeshi, lui, reste sans intérêt du début à la fin. Il n'est qu'une coquille vide, ou un pot de fleurs dans le développement des autres personnages. Et c'est bien là l'un des plus gros défauts de Mao Senso. Pour autant, Mao Senso ne s'arrête pas là dans le dégueu, parce qu'il avance trop vite à mesure qu'on se rapproche de son inévitable fin. Comme si les épisodes avaient tous été faits séparément, empêchant un spectateur qui n'est pas intéressé par l'univers de rester dans le récit. Le problème avec Mao Senso, c'est que l'œuvre a été adaptée en animé. C'est le ressenti qu'on a en lisant l'interview du créateur original de Mao Senso, lui-même ayant été contre cette adaptation. Et c'est une certitude que l'on a lorsqu'on la regarde. Son manque flagrant de cohérence, ses personnages vides, et son cliffhanger servant de fin sont des preuves accablantes de l'échec de ce projet. Échec au point de créer le désintérêt envers cette œuvre, poussant celles qui ont eu du mal à s'attacher à regretter le temps passé à l'avoir regardé, et forçant les autres à lire le manga ou le light novel pour essayer de compenser. Dans mon cas, je serais bien forcé de lire l'œuvre originale, je ne peux pas donner du crédit à cette adaptation, autant en donner directement à l'auteur et à ce qu'il a voulu nous faire passer dans son récit. Mao Senso avait un énorme potentiel, tellement bien exploité qu'il est aujourd'hui l'un des animés les plus mal notés de cette émission. J'espère que ce 135e épisode d'Anime Time vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Ciao!